Salut à tous, c'est Bourrichon, on se retrouve pour l'analyse de la deuxième journée du Top 14 saison 2025-2026. Sans plus tarder, on commence direct par l'analyse des matchs et le premier, à savoir la première réception de l'année à Sapiac pour Montauban qui recevait Lyon. Alors déjà, je trouve que c'est vraiment dommage pour Montauban de ne pas avoir empoché au moins un point, parce que Lyon ne fait pas le match de l'année. Ils sont beaucoup reposés sur leur individualité très forte, comme Mukoro ou Nicolo pour marquer, mais à part ça, j'ai pas trouvé Lyon hyper dangereux. Cependant, on peut noter quand même que comme face au Racing, les Lyonnais ont été très forts devant, notamment en touche, où clairement ils ont volé plusieurs ballons en fin de match et ils ont plutôt écœuré la touche montalbanaise. Montauban, je trouve ça d'autant plus dommage de ne pas ramener un point, parce que ils se sont vraiment envoyés, ils ont eu l'envie, l'énergie, mais malheureusement il y a eu un manque de concrétisation. Face à une défense de Lyon qui était en place, les Montalbanais ont peiné à trouver des solutions, et même quand ils en avaient, après il y avait toujours une petite erreur qui venait gâcher le tout, alors que ce soit une erreur de placement, une passe mauvaise, tout ça. Et malheureusement, ça permettait pas d'avoir de fluidité et de continuité dans le jeu. Et face à cette défense plutôt agressive des Lyonnais, les Montalbanais, ils avaient compris, se sont adaptés en utilisant des longues sautées, que ce soit par Bosviel ou par les différents neufs, à savoir Powell et Zabalza, pour aller chercher directement les couloirs, ce qui avait plutôt marché au Stade français. Alors oui, ça a fonctionné encore une fois, mais sans la réussite cette fois-ci, c'est-à-dire que il n'y a pas eu d'essai, ou très peu grâce à ça. Enfin, pour terminer cette analyse, j'aimerais questionner du coup le choix de la dernière pénalité, qui était à plus ou moins 50 mètres, un petit peu moins. Baptiste Mouchou venait d'entrer et venait de rater une pénalité. Je trouve ça un peu bizarre d'aller chercher cette pénalité, d'autant plus que du coup ils ne prennent pas le bonus. Je pense qu'il aurait mieux fallu aller en touche et tenter de jouer avec les gros, pilonnés pour obtenir une seconde pénalité et là potentiellement la tenter. Mais ce n'est que mon choix. Bref, on passe au multi-rugby avec le Stade Rochelais qui recevait l'ASM. Alors déjà, pour moi, le carton d'Akraladze en première mi-temps, c'est orange. Ce n'est pas carton jaune, je ne vois pas comment il peut y avoir de circonstances atténuantes, surtout quand on voit le carton orange plutôt logique de Rob Simons plus tard dans le match. Pour moi, Akraladze, ça aurait dû être la même chose. Mais bon, bref, passons plutôt à l'analyse du jeu. Clairement, l'ASM a hyper mal géré ses temps forts. En première mi-temps, quand Vunivalu, l'ailier Rochelet, prend un carton jaune, on se dit que Clermont peut s'appuyer sur ce joueur en moins pour marquer et notamment aller jouer sur son couloir. Ils ont 90% de possession dans les 10 minutes qui suivent, et ils encaissent 3 points. Voilà, donc 10 minutes en supériorité numérique, 3 points encaissés. Et puis évidemment, comme autre temps fort hyper mal géré, c'est l'essai d'Antoine Astoy, avec une mêlée qui part des 5 mètres Rochelet, interception de Nolan Le Garec, et plus tard, on a Lucas Zamora qui dans un ruck à 5 mètres de sa ligne panique un peu, se précipite et rate son jeu au pied qui permet à Astoy de marquer. Ça franchement c'est un essai ultra casquette et c'est franchement pas acceptable. On doit pas prendre ce genre d'essai. Alors qu'à ce moment-là, en plus, Clermont était vraiment dans le match, était à deux doigts de repasser devant avec l'essai de Raka qui a été refusé. Il y a eu beaucoup de choses qui permettaient à Clermont de croire à une victoire ou au moins de ramener un point de bonus de cette ère rochelaise. Et cet essai d'Astoy, pour moi, c'est le tournant du match, puisqu'après, l'ASM est hyper indiscipliné. On a les deux cartons, donc celui de Simons, j'en ai déjà parlé, le orange, il y a un jaune aussi pour Étienne Fourcade. Et à 13 contre 15, ça devient limite impossible de défendre, donc La Rochelle joue très bien le coup et marque avec Linashvili et Le Garec. Et du coup, ils finissent par gagner. Et Clermont, je pense, peut s'en vouloir d'avoir été aussi mauvais lors de leur temps fort. On continue avec Bayonne qui recevait le MHR. Bon, déjà, c'était pas un super match, c'est un match plutôt de défense, plutôt pénible, moche, même si on a vu quelques actions, c'était pas un match pour les amoureux de jeu de trois quarts. Et on a vu une équipe de Montpellier avec une stratégie claire. Le but, c'était d'occuper avec des jeux au pied les plus longs possibles et d'y mettre une forte pression à la retombée, en tout cas le plus possible. Et ça a marché, parce que en début de match, le troisième rideau bayonnais était pas là. Je sais pas ce qui se passait, il y avait pas trop de communication entre Cherty Berguin et ses ailiers, et ça fait qu'il y a eu plusieurs 50-22 qui ont été trouvés par Montpellier. D'autant plus que cette équipe montpelliéraine a été pénible sur chaque zone de ruck, et c'est normal en fait qu'à la pause, ce soit hyper serré. Mais malheureusement pour Montpellier, on peut noter quand même un excès d'engagement sur certaines situations. Il y a le plaquage de Vérac qui lui voit un carton jaune. Il y a aussi cette faute d'Alexandre Béconnier qui, sur une action où Bayonne est sous pression dans ses 22, vient plaquer un soutien dans le ruck devant les yeux de l'arbitre. C'est débile comme faute et ça montre un excès d'engagement et un manque de lucidité parfois.
Bayern, lui, il s'est plutôt appuyé sur une stratégie aussi claire, avec des systèmes précis. Le but, c'était vraiment de resserrer, de concentrer la défense de Montpellier un maximum, avant de pouvoir écarter dès qu'on a suffisamment resserré. Et c'est comme ça qu'ils marquent. L'essai de Capilla, c'est parce qu'ils ont suffisamment resserré, et Capilla arrive dans un endroit où deux avant essayaient de se resserrer, étaient un peu plutôt mal placés, et donc il va marquer. Et globalement, les essais de Bayern ont été inscrits comme ça, et ça a été plutôt bien fait de la part de Bayern là-dessus. Mais en deuxième mi-temps, on a moins vu ça, enfin en tout cas il y a eu moins de réalisation grâce à ça. C'est plutôt grâce à la mêlée ultra dominatrice de Bayonne et à l'indiscipline montpelliéraine que les Bayonnais s'en sortent. Parce que je le voyais pas forcément gagner d'avance ce match, d'autant plus que Montpellier était vraiment pénible, mais dans le bon sens du terme, sur ce match, et c'est grâce à cette indiscipline que Bayonne a pu marquer des points. Troisième match du multi, c'était la section paloise qui recevait le Stade français. Bon, avec cette victoire bonifiée, la section elle démarre hyper bien la saison, elle est dans le wagon de tête, dans le top 3 à 9 points avec Lyon et le Stade Toulousain. Elle s'appuyait sur un jeu de 3 quarts efficace pour gagner ce match, mais surtout c'est pas forcément un jeu debout, un jeu de vitesse comme on a l'habitude de voir. Il y en a eu évidemment des séquences comme ça, mais il y a aussi plus d'adaptation, avec notamment une charnière qui a pas hésité à jouer au pied quand il le fallait, notamment en début de match avec Joe Simmons qui allait chercher des petits coups de pied en diagonale sur les extérieurs très rapidement. Et puis on a quand même aussi eu des attaques en point à main hyper bien huilées. Je pense évidemment à l'essai de Grandidier qui est un modèle d'action collective des trois quarts. Et face à ça, le Stade français était à la peine. D'autres secteurs où ils ont été à la peine, c'est le jeu au sol, où Pau a récupéré plusieurs ballons, a été hyper chiant dans les zones de ruck et a mis le Stade français à la faute du fait d'une forte pression. Et aussi, malheureusement, la cascade de blessés en début de match côté parisien n'a pas aidé mentalement, je pense. Et donc tout ça, ça a mis un contexte favorable pour une victoire bonifiée de la section. Le dernier match du multi, c'était le Stade Toulousain qui recevait l'USAP. Bon là, c'était pas un match, je trouve, hyper agréable à regarder, il y a eu pas mal d'approximations de part et d'autre. Mais mine de rien, on a senti des Toulousains maîtriser la rencontre, je les ai pas vraiment sentis inquiétés, même quand l'USAP était collé au score. Ils étaient pas non plus flamboyants cependant, parce que j'ai trouvé un manque de continuité inhabituel chez eux, où là on voulait faire la passe de trop, j'ai senti parfois peut-être jouer le ballon de trop alors qu'il fallait plus d'alternance, peut-être repartir sur un jeu plus lent, tout ça, et ça leur a coûté pas grand-chose, parce qu'au final ils gagnaient avec le bonus, mais on a senti une espèce de faiblesse offensive qui n'est vraiment pas du tout habituelle chez eux. Et pourquoi d'ailleurs? Parce que Perpignan a mis énormément d'engagement, énormément d'envie défensivement. Je trouve qu'ils ont mis une énorme pression défensive du coup sur la charnière toulousaine, mais qui s'en est plutôt bien sorti, notamment pour Romain Ntama qui je trouve a fait un très bon match. Mais ce qui n'a pas permis à Perpignan de marquer plus de points, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas eu de possession, ou très peu comparé à Toulouse. Et que forcément, quand t'as pas le ballon et que tu fais que défendre, à force tu craques un peu, surtout face à Toulouse qui est quand même, malgré les petites scories, est une équipe très efficace offensivement, et c'est comme ça que les Toulousains ont marqué. On avait des replacements défensifs qui étaient de moins en moins bien faits du côté de Perpignan, notamment sur les longues séquences. Et dernier point aussi, c'est la discipline. Perpignan a été beaucoup pénalisé, ce qui permettait à Toulouse, en seconde mi-temps, d'investir beaucoup plus facilement que prévu le camp des Catalans. Le match du samedi soir, c'était le RCT qui recevait le Castres Olympique. Bon, on a insisté à un match tactique, de défense, sans vraiment grande flamboyance. Un des points vraiment primordiaux de ce match, c'est le jeu au pied. Il n'y a aucune des deux équipes qui a vraiment pris l'ascendant, si ce n'est quand même en début de match où je trouve que le Castres Olympique était vraiment bien présent sur ce secteur. Mais c'est pas non plus ça qui les a fait être devant pendant la plupart du match, c'est plutôt les erreurs toulonnaises qui ont plus tenu le ballon, mais qui n'ont pas réussi à breaker cette défense qui était en place. D'autant plus que Castres était très bon à la récupération et faisait reculer les Toulonnais assez facilement. Un secteur important de ce match aussi, ça a été la touche. Castres a été très mauvais en touche entre les lancers pas droits, les ballons volés par Toulon et aussi une excellente défense sur ballon porté, notamment quand c'était proche des lignes de la part des Toulonnais. Castres a été vraiment en difficulté sur ce secteur et c'était déjà le cas la semaine dernière face à Pau. Et malheureusement pour les Castrés, leur seule erreur de défense, ça donne un essai, l'essai de Dréan, qui d'ailleurs, il y a un écran quand même de Tuikouvou, pour moi il aurait dû être refusé, mais bon, il a été validé donc c'est comme ça. Mais malheureusement, ils ont pas avoir ce coup de génie, cet éclat de génie, eux les Castrés, et c'est pour ça qu'ils pouvaient pas espérer mieux qu'un bonus défensif. Et enfin, le Racing 92 recevait l'UBB dimanche soir à la Paris Défense Arena. Alors, est-ce qu'on peut parler de fessée pour l'UBB sur ce match? Si on parle de l'engagement, oui, parce que beaucoup de joueurs bordelais n'y étaient pas, notamment en première mi-temps, et j'ai l'impression qu'il y avait un manque de leader assez criant sur ces 45-50 premières minutes. Par contre, si on parle en termes de jeu intrinsèque,
Je ne pense pas, parce que le Racing s'est juste nourri d'énormément de ballons de récupération. J'ai pas non plus vu de grosses séquences offensives qui ont amené des essais, si ce n'est l'essai de Nathan Hughes en seconde période. Parce qu'en seconde mi-temps, l'UBB a plus joué son jeu et ça s'est vu, a été plus confiance face à un Racing qui a commencé à craquer, à faire plus de fautes, à l'image des 2 cartons orange de Taoffié Noah et de Léo Carbonneau. Et donc ils sont revenus et ils étaient pas loin d'un bonus défensif. Mais c'est pas normal en fait pour une équipe du standing de l'UBB d'avoir un écart aussi abyssal entre la première mi-temps et la seconde période, c'est même pas loin du scandale. Bon après, on peut se calmer aussi sur les mots utilisés parce que ce n'est que la deuxième journée, mais ça se voit que quand l'UBB n'a pas 6 leaders sur le terrain, c'est plus compliqué mentalement. Et le Racing, à l'inverse, fait une bonne opération, qui aurait pu rapporter 5 points au vu de la première mi-temps, mais bon, c'est déjà 4, face à l'UBB, c'est quand même pas rien. On passe maintenant au top et au flop. En top, j'ai parlé du talonneur de la section paloise, Yuri Delhommel. J'ai trouvé dur dans le jeu, que ce soit offensivement, où il mettait une bonne énergie, défensivement aussi, et je l'ai trouvé aussi impliqué, avec un bon état d'esprit. Dès qu'il perdait une touche, il allait courir directement pour essayer de récupérer le ballon, et ça a marché une fois. Et puis, c'est lui qui cornaque bien les ballons portés, et il est récompensé par un essai en milieu de match. Je vais continuer avec Léo Banos, le 3e ligne de Toulouse, où j'avais l'impression en fait de le voir partout. Il était souvent là offensivement, avec plusieurs gestes, on voit qu'il est à l'aise en fait dans ce jeu toulousain, et j'ai trouvé aussi important dans le secteur de la touche. Et enfin, le dernier top, c'est Adam Vargas. J'ai trouvé que c'était un peu le seul castré qui était dynamique et remuant, et qui pouvait par moment trouver des petites brèches et s'engouffrer dedans. Bon, c'était jamais des grosses, mais en tout cas, il pouvait amener un petit peu cette folie qui a manqué dans le jeu castré samedi soir. Et puis, dans tout ce qu'il a fait, il a été bon dans le jeu offensif, je viens de le dire, en l'air aussi, où c'est très peu troué. Il a un ballon gratté, et aussi en défense, où sa seule erreur, malheureusement, c'est plus une erreur de défense avec son équipe, ça a été sur l'essai de Dréan. En flop, maintenant, je parlais de Joe Powell. J'ai trouvé qu'il a mal conduit le jeu de Montauban, et la rentrée de Zabalza était bien mieux comparé à ce qu'il a pu produire en première mi-temps. Et puis il y a eu plusieurs passes qui étaient soit trop hautes, soit trop basses, et qui permettaient pas d'amener de la vitesse dans le jeu de Montauban. Un autre de une mêlée, c'est Lucas Zamora. Bon, il a eu évidemment cette action où son jeu au pied est raté, il y a l'essai d'Astoy, déjà c'est pas bien pour lui. J'ai pas trouvé qu'il ait fait des bons choix aussi également. Quand Clermont avait ses temps forts, il manquait, je trouve, d'un leader qui cornaquait bien son paquet d'avant. Et puis il y a eu cette pénalité pour anti-jeu aussi. Je trouve qu'il fait une rentrée vraiment pourrie. Et enfin, le dernier flop, c'est Yon Etchegaray. Alors là, il est passé à côté de son match. Je pense que c'est son premier raté avec l'UBB. Dans globalement tous les secteurs, que ce soit les relances, le jeu au pied, le jeu en l'air, il a pas été bon, et ça s'est vu, il a été sanctionné assez rapidement par Yannick Bru. Au niveau du classement, on a du coup un trio de tête avec Lyon, le Stade Toulousain et Pau. Bayonne et Toulon ont également 2 victoires, mais un point de moins, et donc ça nous donne un top 6 assez déjà marqué, mine de rien, après 2 journées. Et en bas, il faut noter Perpignan, Clermont et Montauban, toujours à 0 points. D'ailleurs, c'est une première pour l'ASM en top 14. Et on passe maintenant au prono. En parlant de l'ASM, tiens, ils vont recevoir Pau à 14h30. Il va falloir qu'ils soient armés. Après, je pense que dans l'état d'esprit, Clermont est quand même là. C'est juste qu'il faut qu'ils gèrent mieux leur match. Et c'est pourquoi je les donne vainqueurs face à Pau, mais avec un bonus défensif pour la section. Castres reçoit Bayonne. Et pour moi, Bayonne va aller faire un coup à Castres qui est vraiment en peine offensivement. Alors que Bayonne me semble plutôt armé et en place. Lyon-Stade Français, pour moi, les Lyonnais vont battre le Stade Français avec un bonus offensif. L'UBB fera de même face à Montauban. Perpignan reçoit le Racing, et là, je pense qu'il faut que Perpignan démarre sa saison face au Racing avec une victoire, et je pense quand même que le Racing ramènera un bonus défensif. Et Montpellier-Stade Toulousain, pour moi, Montpellier gagnera le Stade Toulousain avec un bonus défensif pour Toulouse. Et enfin, Toulon reçoit La Rochelle, et je vois une courte victoire des Toulonnais avec un bonus défensif pour La Rochelle. Enfin voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit et ça m'aide beaucoup, de mettre un commentaire, un like et activer la cloche, c'est des petits gestes qui me permettent d'être mieux référencé. Je suis également assez actif sur mon Instagram et mon TikTok, @bourrichon.tv. Je mets un peu de contenu exclusif, mais également des petites pastilles de cette vidéo et de ce genre de vidéo. N'hésitez pas à aller checker ça. En bref, c'était Bourrichon. Ciao ciao.